Bonjour à tous et merci à chacune et à chacun d'entre vous d'être là, à côté des drapeaux en berne, à l'occasion de la journée de deuil national décrétée par le président de la République, Emmanuel Macron, à la mémoire d'un de ses prédécesseurs, le président Valéry Giscard d'Estaing. Nous avons à Marly les mêmes raisons que tous les Français de commémorer sa mémoire et de penser spécialement aujourd'hui à lui. Et puis nous avons les nôtres, comme toujours. Il se trouve, beaucoup d'entre vous le savent, que le président Giscard d'Estaing connaissait bien Marly, aimait Marly, fréquentait Marly. À la fois ses restaurants, et en particulier l'un d'entre eux qui est tout près d'ici, de l'autre côté de la rue, mais aussi un autre dans le haut de la grande rue. Vous mettrez vous-même le nom, où il était venu il n'y a pas encore si longtemps. Et puis bien entendu les chasses. C'était un grand chasseur, pas seulement en Afrique. On connaissait sa passion pour la chasse au gros en Afrique notamment, mais il aimait particulièrement les chasses de Marly. Et j'avais eu l'occasion d'en parler avec lui. Il m'avait confié sa nostalgie de ces chasses de Marly. Marly où il avait aussi choisi d'organiser, comme il le faisait quand il était président de la République, un conseil des ministres décentralisé. Voilà pour les raisons qui nous sont propres de penser aujourd'hui à Valéry Giscard d'Estaing. Mais nous partageons les raisons qui sont à l'esprit de tous les Français. Si Valéry Giscard d'Estaing est décédé, comme tant d'autres hélas, des suites de la pandémie, cette mort, qu'on pourrait presque dire tristement banale dans l'époque lugubre que nous vivons sur ce point, a mis fin à un destin qui, lui, fut exceptionnel en tout point. Valéry Giscard d'Estaing a eu la chance de naître dans une famille où beaucoup de fées se sont penchés sur son berceau. Son grand-père, Génor Bardou, était un des fondateurs de la Troisième République. Mais je crois qu'on peut dire qu'il a, tout au long de sa vie, été digne de cet héritage. Cette vie est la vie d'un homme exceptionnellement brillant, très doué dès son plus jeune âge, bachelier à 15 ans, qui entre à l'école polytechnique et qui, quelques années plus tard, entrera à l'École nationale d'administration. Entre les deux, il s'engage dans la première armée française. Il a un âge très tendre. Il sort à l'inspection générale des finances, qui aura à ce jour donné 2 présidents à la Ve République, comme la Cour des comptes, je m'empresse de le souligner, qui en a aussi donné 2 à ce jour. Et il va être élu député en 1956, il a 30 ans. Il va être secrétaire d'État chargé des Finances en 1959, il a 33 ans. Il va être le ministre des Finances du général de Gaulle dans le gouvernement de Georges Pompidou en 1962, il a 36 ans. Il le restera pendant 4 ans, jusqu'en 1966. Et comme, à nouveau, entre 1969, après l'élection du président Pompidou, et jusqu'en 1974, où il redevient ministre des Finances, il mettra toute sa compétence et toute sa rigueur à gérer avec un soin méticuleux les finances de notre pays. N'oublions pas que quand il était dans cette fonction, la France s'est considérablement désendettée, que sa dette extérieure est même devenue nulle à un certain moment, et que le dernier budget en équilibre voté remonte à cette période. On en est aujourd'hui très loin, dans un contexte certes très différent. En 1974, Valéry Giscard d'Estaing va connaître dans sa vie publique probablement le moment le plus heureux. Une campagne éclair, née de la disparition tragique et prématurée du président Pompidou, qui va lui permettre, les images, on les a tous revues, et certains d'entre nous s'en souviennent, d'être en contact et d'une certaine façon presque en communion avec le peuple français, qui le place
dans une très bonne position dès le premier tour de l'élection présidentielle. Il est élu, il a 48 ans. Il est à l'époque le plus jeune président de la République française, de la Ve République française. Ce qu'a été son septennat, nous l'avons tous en tête. Il a été marqué par de très importantes réformes. L'abaissement à 18 ans de l'âge de la majorité électorale, l'assouplissement des conditions du divorce par consentement mutuel, l'amélioration très significative de la situation des femmes en leur permettant, par exemple, d'ouvrir un compte bancaire. On a peine à s'imaginer, tant le temps a coulé, qu'il put en aller autrement, sans avoir l'autorisation de leur mari. Bien évidemment, l'assouplissement de l'interruption volontaire de grossesse avec l'appui de Simone Veil, l'appui décisif de Simone Veil, qui n'est pas du tout la réforme que certains ont par la suite caricaturée. Et puis, la défaite de 1981 est une nouvelle étape douloureuse, probablement jusqu'au bout dans sa vie. Il aura été presque aussi longtemps ancien président de la République que dans la phase qui a précédé son élection. Et là, il tente, avec un modèle qui est Raymond Poincaré, de revenir au pouvoir en s'y prenant en Auvergne, chez lui, conseiller général, conseiller régional, président du conseil régional, député. Il espère être à nouveau Premier ministre en 1986. Il espère à plusieurs reprises être candidat à la présidence de la République. On sait que le destin en a décidé autrement. Deux autres engagements majeurs jalonnent cette période de sa vie. D'abord, son engagement au service de l'Europe. Le président Giscard d'Estaing a été un grand artisan de la construction européenne. On se souvient de son amitié très particulière avec le chancelier allemand Helmut Schmidt. Ils étaient déjà collègues quand ils étaient tous les deux chargés des finances de leur pays. De ses travaux pour ce qu'on appelait la Convention européenne, de la tentative de doter l'Union européenne d'une constitution, qui a été rejetée par référendum dans plusieurs pays, dont le nôtre, mais ça n'a jamais entamé la conviction inébranlable du président Giscard d'Estaing que l'Europe était une voie d'avenir indispensable pour la France et pour tous les pays qui composent cette petite péninsule de l'Asie, comme disait Paul Valéry. Et puis la littérature. Le président Giscard d'Estaing écrit. Il écrit d'abord ses mémoires, Le pouvoir et la vie, 2 tomes, qui méritent d'être lus pour notamment la qualité de ses portraits. Et puis des romans, dont je vous avouerai que je ne les ai pas lus. Ce que j'en ai lu ne m'incite pas nécessairement à les lire. Puis l'Académie française, où j'ai eu l'occasion d'échanger avec lui à différentes reprises, comme dans d'autres circonstances. Et donc, je crois qu'on peut dire que le président Giscard d'Estaing a bien servi la France, qu'il a bien servi l'Europe, qu'il les a servis dans une vision complémentaire qu'il avait de ce qu'est la France, dont il se faisait lui aussi une certaine idée, et l'Europe. Et c'est en pensant à tout cela, et puis peut-être à des souvenirs plus personnels que tel ou tel d'entre vous peut avoir en lui, que nous allons respecter une minute de silence, après quoi, reprenant la symbolique qui était sur son cercueil, avec les 2 drapeaux qui enlaçaient son cercueil à Othon la semaine dernière, le drapeau français, le drapeau européen, nous écouterons la Marseillaise et l'hymne européen.
Merci à tous. Un registre est disponible pour ceux d'entre vous qui le souhaitent, pour marquer ce qu'ils souhaiteront, et je l'enverrai sans doute à Louis Giscard d'Estaing, qui est maire de Chamalières, à qui j'ai envoyé déjà la semaine dernière un message personnel. Merci encore.